Bonjour à toutes et tous et merci de participer à cette conférence, la 7e depuis la création de notre jeune association, le Cercle d'Agora Politique. C'est en effet la première conférence de cette saison 2, si je puis dire, mais ce vocable n'est pas tout à fait dénué de sens car, comme les séries télévisées, nous espérons créer, voire susciter une addiction au débat démocratique. Et si vous avez loupé les épisodes précédents, je vous rappelle que la plupart de nos conférences sont disponibles sur notre chaîne YouTube grâce au vidéoclub de Cesson qui filme et monte nos soirées. La période troublée que nous vivons actuellement nous impose des temps de réflexion pour surmonter l'émotion légitime qui nous envahit. Le rôle du cercle d'Agora Politique, c'est aussi de prendre en compte le temps long pour éviter tout manichéisme forcément réducteur. Expliquer pour comprendre et comprendre pour expliquer, voilà un des objectifs que s'est assigné notre association. Alors, quelles sont les 3 priorités des Français en cette rentrée, selon la dernière étude Ipsos Soprasteria sur les fractures françaises en 2023, étude faite avant les événements dramatiques récents? En premier lieu, et très loin devant, il y a le pouvoir d'achat dans le contexte inflationniste que nous connaissons. En second lieu, il y a naturellement, si je puis dire, l'environnement et le réchauffement climatique. Et enfin, en troisième, la protection de notre modèle social. Or, si nous voulons réfléchir collectivement à ces 3 thèmes, il nous faut les analyser sous le biais des politiques économiques mises en œuvre au XXe siècle. Et la science économique nous donne non seulement des clés pour comprendre la situation actuelle, par le biais de l'histoire des courants libéraux et néolibéraux, mais elle peut aussi nous apporter des pistes de solutions pour nous aider à croire encore à un avenir, sinon radieux, mais du moins meilleur. 3 questions essentielles se posent alors. Faut-il rompre sans risque avec le modèle néolibéral? Doctrine politique, appliquée pour partie au début des années 70 au Chili après le coup d'État du général Pinochet, puis dans les années 80 après la victoire des conservateurs en Grande-Bretagne et aux États-Unis, avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et enfin, après la chute du mur de Berlin dans les années 90, avec le libéralisme européen et la mondialisation financière et commerciale. Ou bien assistons-nous au déclin puis à la chute du néolibéralisme, effondrement naturel, mu par la crise économique de 2008, les crises sanitaires, les tensions internationales et la crise écologique. Et enfin, comment mettre en place des institutions démocratiques qui privilégie la place centrale de l'humain avant les critères financiers de rentabilité immédiate et les contraintes budgétaires. Voilà 3 questions qui nous placent au cœur du débat qui nous occupe ce soir et que Mathieu Pigasse, contre toute attente, a en quelque sorte introduit ce matin au 7-10 de France Inter. Pour nous aider à y voir plus clair et à comprendre les enjeux des réformes nécessaires des systèmes économiques et politiques, nous avons invité quelqu'un de plus sérieux que Pigasse, David Kella. Mais moins riche. Pardon ? Plus sérieux, mais moins riche. Universitaire, économiste dit hétérodoxe, membre du collectif des économistes atterrés, aux côtés des très médiatiques Thomas Porcher, Christophe Rameau ou encore Henri Sterlignac, pour ne citer que. David Kella est également l'auteur de plusieurs ouvrages de référence. Je voudrais citer La fin de l'Union européenne en collaboration avec la regrettée Coralie Delhomme, à qui je voulais rendre hommage ce soir. Et donc cette année, Déclin et chute du néolibéralisme, qui fait suite aussi au livre précédent, intitulé Populisme et néolibéralisme, tous 2 parus aux éditions de Box Supérieur. Voilà, je vous laisse 45 minutes pour pouvoir laisser une large place au public après la conférence. Merci au cercle d'Agora Politique. Merci de votre invitation. C'est la première fois que je viens et vraiment, je suis enchanté par l'organisation, aussi par la très belle affiche que vous avez conçue, où on voit, vous avez vu Reagan et Thatcher hilar, donc qui sont effectivement ceux qui ont introduit en quelque sorte ou mis en œuvre le néolibéralisme dans les années 80, Thatcher étant élu en 79, Reagan en novembre 2020 et en fonction 1980 pardon, et en fonction en janvier 1981.
Alors, c'est intéressant aussi parce que vous avez voulu titrer, alors ce n'était pas mon choix, mais je trouve que c'est très pertinent, l'économie au service de la démocratie, point d'interrogation. Et c'est vrai que, en fait, on peut se poser la question, parce que très souvent, on a l'impression que c'est plutôt la démocratie qu'on met au service de l'économie, où on nous explique que, bien voilà, si on veut changer le monde, il va falloir d'abord se plier aux règles du marché, mener des politiques d'attractivité, de compétitivité, enfin toutes ces politiques qui en fait sont les cache-sexes d'une baisse des revenus salariaux, des retraites. Voilà, enfin c'est toujours comme ça qu'aujourd'hui on met la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut réformer, et réformer ça veut dire en général réduire les droits sociaux. Et puis plus globalement, la démocratie c'est le choix. La démocratie, c'est la capacité qu'on peut avoir dans une société de décider de ce qu'on doit faire. Et l'impression qu'on peut avoir, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce que ça va être le cœur de ma conférence, c'est que justement aujourd'hui, on n'a pas le choix, ou en tout cas, on fait en sorte de nous donner de choix entre des personnes qui vont de toute façon faire à peu près la même politique. Alors, pourquoi cette absence de choix ? Eh bien, parce qu'on vit dans une période où il nous semble que l'État est impuissant. Alors, j'avais proposé un petit texte de présentation de la conférence où je m'étais souvenu que, en 1999, il me semble, Lionel Jospin, face au licenciement chez Michelin, avait répondu « l'État ne peut pas tout ». Et ça avait beaucoup marqué la période de la gauche plurielle de l'époque, parce qu'on avait élu Jospin sur un programme volontariste, c'est-à-dire réduction du temps de travail sans perte de salaire, les emplois jeunes, bon, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, d'autres sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais l'idée, 2 ans plus tard, de dire l'État ne peut pas tout, ça a foutu un froid en fait à cette gauche qui se voulait encore socialiste et de gauche de transformation sociale. Donc on a l'impression, aujourd'hui, alors on est bien après les années Jospin, où on a vécu alors à nouveau un socialiste au pouvoir, François Hollande, mais alors lui, voilà, c'était l'État peut pas tout quoi, et même l'État peut uniquement donner des dizaines de milliards avec le CICE aux entreprises, mais alors surtout pas de progrès dans les droits sociaux. On a eu d'ailleurs sous Hollande aussi une réforme des retraites qui a augmenté la durée de cotisation. Donc qu'est-ce que l'État ne peut pas tout ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire déjà que l'État est impuissant, par exemple aujourd'hui on le voit, à répondre aux besoins des Français actuellement. Et particulièrement la question du prix de l'énergie. On a eu quand même beaucoup de débats, on a eu le chèque énergie, et puis de guerre lasse, parce que ça coûte très cher, le gouvernement arrête le principe de subventionner l'essence, donc l'État ne peut pas faire baisser le prix de l'énergie. Et apparemment, puisque c'était question de taxer Total, eh bien il ne peut pas non plus taxer Total. L'État ne peut pas non plus lutter contre la hausse des prix de l'alimentation. Le pouvoir d'achat, c'était une des 3 priorités que tu as dit tout à l'heure. Eh bien non, on ne peut pas lutter contre l'inflation. On peut juste essayer là aussi de faire des chèques pour les plus fragiles, mais les prix vont augmenter, on ne peut pas faire grand-chose. L'État ne peut pas non plus, on le voit, répondre à l'urgence du logement. On a un nombre très important de personnes mal logées, et puis on s'aperçoit que les taux d'intérêt augmentent et que l'accès à la propriété devient plus difficile. Alors voilà, on étend le prêt à taux zéro, mais on sait que ça ne suffira pas et qu'on aura toujours des gens mal logés. Et puis l'État ne peut pas répondre à la crise de l'hôpital, puisque l'hôpital est toujours en crise, 3 ans après le Covid quand même, où on devait tout changer. L'État n'arrive pas à résoudre le problème de l'éducation, de l'école, du niveau scolaire, du recrutement des enseignants. Et donc finalement, on est un peu livré à notre impuissance. Et du coup, la question de la démocratie se pose, parce que si l'État ne peut pas faire tout ça, bien qu'il dise qu'il veuille le faire, c'est ça le paradoxe, c'est que Macron, quand il est élu, il dit « je vais sauver l'école, je vais sauver l'hôpital, je vais donner un logement à tous, je vais... » C'était la promesse de campagne 2017, souvenez-vous, 0 SDF, c'était ça qu'il disait. Et puis on voit bien que dans les faits, ça ne fonctionne pas. Et on peut quand même se poser la question, est-ce que l'État ne peut pas ou est-ce que l'État ne veut pas ? Et cette question me semble
d'autant plus intéressante que, en fait, à une époque, l'État a pu. L'État a pu, en 1945-46, créer la sécurité sociale. Il a pu nationaliser la production, la distribution d'énergie, le pétrole avec Elf, qui était une entreprise publique, mais Total, qui était aussi une entreprise à capitaux mixtes. Nationaliser le charbon avec les charbonnages de France, faire GDF, faire EDF, et assurer un système de production, de distribution d'énergie pour quasiment tout le monde. L'État a pu, on parlait des prix de l'alimentation, l'État a pu décider des prix des produits agricoles via la politique agricole commune, qui était fondée sur le principe des prix garantis. L'État a pu construire une offre de soins sur tous les territoires. Maintenant, on ferme des hôpitaux, mais si on les ferme, c'est qu'on les a ouverts à une époque. Donc, on a bien produit un service public accessible à tous, avec des petits hôpitaux dans les petites villes, là où aujourd'hui on ferme les hôpitaux. L'État aussi a énormément investi dans l'éducation. Il y a dans les années 50, on terminait l'école, la plupart des gens, une génération terminait l'école après le certificat d'études. Eh bien, on avait en 1960, j'ai vérifié les chiffres tout à l'heure, à peu près 300 000 étudiants en France. Eh bien, aujourd'hui on a 3 millions. L'État a pu créer, notamment dans les années 80, des dizaines d'universités nouvelles pour faire passer le nombre d'étudiants de 300 000 à 3 millions. Alors à l'époque, c'est peut-être 2 millions. Maintenant, on est passé de 2 millions à 3 millions sans créer la moindre université, juste le moindre poste d'enseignant-chercheur, juste en poussant les murs et en essayant à coup constant d'avoir plus de gens devant les profs. Donc l'État a pu créer l'État social, produire des services publics de qualité, contrôler les prix des produits agricoles, contrôler les prix de l'énergie. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas. Et donc, si on s'est dit, s'il pouvait et qu'il ne peut plus, c'est sans doute qu'il ne veut plus. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de ne plus pouvoir. Mais alors du coup, quand on fait ce constat, on est un peu pris par le désarroi, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment on a voté pour ne plus pouvoir ? Ou à quel moment on a décidé, ou quelqu'un nous a dit, maintenant, c'est fini. Alors, on a bien cette expérience de Jospin qui dit, l'État ne peut pas tout. Et d'ailleurs, il l'a payé cher après, puisque électoralement, ça n'a pas bien fonctionné, sa campagne présidentielle. Campagne présidentielle, je vous rappelle, qui commence par « Je ne suis pas socialiste ». Et là aussi, c'était déjà aussi un renoncement, en tout cas vu comme tel par son électorat. Alors, moi, c'est un peu cette question qui m'a animé dans ma réflexion sur le néolibéralisme. Parce qu'en fait, on dit toujours, on vit dans une époque néolibérale. Et puis on a cette association de Reagan et Thatcher, je ne sais plus où est le document, voilà. On dit, les visages du néolibéralisme. Alors évidemment, moi je ne m'intéresse pas trop à Reagan et Thatcher parce que ce sont des responsables politiques, ce ne sont pas des intellectuels. Et d'ailleurs, eux-mêmes étaient influencés par d'autres intellectuels et notamment des économistes. Par exemple, le conseiller de Reagan, c'était Milton Friedman. Margaret Thatcher disait que son livre de chevet quand elle était étudiante, c'était la Constitution de la liberté de Friedrich Hayek. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder derrière le rideau, si je puis dire, c'est-à-dire quelles sont été les idées que portaient par ces responsables politiques et d'où elles venaient et qu'est-ce que c'était finalement en vrai que le néolibéralisme. Alors bien sûr, on pourrait dire que le néolibéralisme, c'est juste un nom commode pour finalement qualifier une politique de classe. Mais en fait, les politiques de classe, elles existaient aussi du temps des années 50 et 60, du temps où l'État pouvait. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'était les mêmes dominants, les mêmes entreprises, les mêmes chefs d'entreprise dans les années 50 et 60 qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, bien que les structures du capitalisme soient restées les mêmes, les classes dominantes sont restées les mêmes, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, on a accepté le fait que l'État devient impuissant. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de chercher ce que c'était que le néolibéralisme. Et donc j'ai fait une recherche un peu historique, historique au sens où je suis allé lire les textes des auteurs du début du XXe siècle pour essayer de comprendre d'où ça venait. Alors, donc je vous ai déjà donné deux noms, Reagan
ça y est, Friedman, je les confonds maintenant, Friedman et Hayek, et eux-mêmes n'étaient pas seuls, hein, il y avait évidemment beaucoup d'économistes autour d'eux, beaucoup de philosophes, de penseurs, d'intellectuels. Et pour essayer de comprendre cette doctrine, eh bien je crois qu'il faut revenir aux questions politiques et économiques qui se posaient au début du XXe siècle. Donc on va faire un saut bien en avant des années 70, le moment où le néolibéralisme est mis en œuvre politiquement. Eh bien il faut aller retourner aux années 20. Alors dans les années 20, c'est les années de crise. Alors on dit souvent aux années 20, c'est les années folles, mais en fait, c'est aussi la période d'entre-deux-guerres et c'est aussi une période qui est un peu compliquée pour plusieurs raisons. D'abord parce que on n'a plus d'étalon or, on n'arrive plus à le remettre en place. Donc on a des épisodes d'hyperinflation, comme en Allemagne entre 1921 et 1923. On a l'impression que la monnaie nous échappe en quelque sorte. Et puis très vite, en 1929, il va y avoir la crise. Et globalement, en fait, ce qu'on constate dans ces années-là, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à la doctrine qui était celle qu'avaient mené les États au cours du XIXe siècle, qui était le laisser-faire. En gros, le début du XXe siècle, c'est le moment où, après la Première Guerre mondiale, le principe que l'État doit laisser faire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas interférer dans le marché, dans l'économie, ne fonctionne, est abandonné. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire la monnaie, parce qu'on ne peut plus revenir à l'état or. On ne peut pas non plus laisser faire les marchés, parce qu'il y a des monopoles privés qui se constituent, des cartels qui se constituent, et donc le marché concurrentiel, eh bien, il a tendance à disparaître. On ne peut pas non plus négliger les contestations sociales. Et donc, ce laisser-faire, qui était la doctrine dominante au cours du XIXe siècle, eh bien, disparaît. Et il est remplacé par une autre vision de l'économie, qui est la vision planiste. Alors planiste, c'est on va avoir un État qui va planifier, qui va prendre en charge les choses les plus importantes de l'économie. Alors cette doctrine, elle est aussi la conséquence de la révolution russe de 1917, puisque c'est là que se crée, avec la révolution d'octobre et la prise de pouvoir par les bolcheviks, un nouveau système, en tout cas on propose un système d'économie dit planifié. C'est-à-dire que l'État va lui-même produire les services, on va nationaliser toute l'industrie lourde, toute la grosse industrie, puis même on va tout nationaliser, à la fin on va nationaliser aussi l'agriculture, on va concevoir l'économie de manière, nous dit-on à l'époque, rationnelle, c'est-à-dire en produisant les biens et les services que demande la société, mais en le produisant sans passer par la propriété privée, sans passer par l'entrepreneur, sans passer par la concurrence, mais en organisant à l'échelle centralisée la production de manière rationnelle sur le territoire de l'Union soviétique. Et bizarrement, au début, le planisme soviétique ne fonctionne pas si mal, puisque l'Union soviétique était quand même un pays assez arriéré en 1917 par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest et bien sûr aux États-Unis, eh bien, se réindustrialise et finit par acquérir une technologie, une capacité de production qui sont importants, à tel point que dans les années 50 et 60, l'URSS, les dirigeants soviétiques, pensaient qu'ils allaient pouvoir rattraper le niveau de vie américain. Bon, finalement, ils n'y sont jamais arrivés, mais il y a eu quand même toute une phase de croyance à cette expérience soviétique. Alors, croyance qui a bien sûr été renforcée par le succès pendant la Seconde Guerre mondiale de l'armée rouge sur les nazis, et qui est aussi, il faut le dire, un succès industriel. C'est-à-dire que l'Union soviétique avait été parvenue à produire beaucoup de matériel militaire, de tanks, d'avions, etc., jusqu'à finalement l'emporter en part du question matérielle sur l'Allemagne nazie. Et puis du coup cette histoire de planisme, eh bien, elle va se propager ailleurs, à tel point qu'en 1945, eh bien, quand on a le gouvernement provisoire qui se met en place et qui commence à prendre ses premières ordonnances, on va avoir aussi un plan, on va constituer un plan, des plans quinquennaux sur le modèle soviétique, alors pas de la même façon,
Mais l'idée de planifier à 5 ans, eh bien, ça a duré pendant très longtemps. On avait un commissariat général au plan qui a fonctionné jusque dans les années 90. 2000 même, je crois. Le planisme, c'était aussi la conséquence, dans les pays occidentaux, de l'économie de guerre. Alors, ça aussi, il faut comprendre une chose, c'est que on commence à introduire un peu d'économie planifiée, ou en tout cas de régulation plus forte dans les années 30 pour répondre à la crise. Alors c'est vrai notamment dans l'agriculture aux États-Unis, où on a une crise agricole extrêmement sévère, avec, il suffit de lire Les raisins de la colère, le roman de Steinbeck, où on a des populations qui sont quelque part éjectées des campagnes, et qui, parce que en fait, l'effondrement des prix des matières premières et des produits agricoles, eh bien, font qu'elles ne peuvent plus vivre. Et donc, on a un exode rural qui devient très important aux États-Unis, avec les conséquences en réalité de la mécanisation de l'agriculture. Et ça marchait bien dans les années 20. On avait déjà cette crise agricole, mais elle était, on va dire, compensée par l'essor de l'industrie dans les villes. Mais quand, dans les années 30, l'industrie s'effondre, eh bien, tous ces pauvres dans les campagnes, eh bien, ils n'ont plus d'emploi. Donc, ils peuvent plus aller ils peuvent aller dans les villes, mais ils ne trouvent pas plus d'emploi. Et donc, il y a une misère effroyable. Donc, dès ce moment-là, aux États-Unis, on se dit, bon, il va falloir qu'on contrôle les prix des produits agricoles. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est la baisse des cours des produits agricoles qui appauvrit beaucoup les campagnes. Et surtout quand on s'endettait pour acheter un tracteur, pour se mécaniser. Parce que c'était ça aussi qui était au cœur des transformations agricoles aux États-Unis. Alors, on commence à faire ça, on commence à réguler certains marchés aux États-Unis, les marchés agricoles, et puis très vite, eh bien, on va être confronté au réarmement et à la nécessité de se réarmer, puis à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, eh bien, il faut mettre en place une économie de guerre. Et l'économie de guerre, eh bien, ça demande aussi de la planification, ça demande la création d'un bureau de l'administration des prix, qui va être conçu dès 1941, c'est-à-dire avant même le Pearl Harbor, et qui va entraîner le contrôle de plus de 90% des prix, et aussi des contrôles des quantités, des systèmes de rationnement. Parce que pour s'armer, eh bien, il faut que l'acier qu'on produit, eh bien, il aille dans l'industrie militaire et non pas dans l'industrie civile. Et donc ce passage, cette transformation de l'économie américaine d'une économie fondée sur les besoins civils à une économie fondée sur les besoins militaires, eh bien, ça va entraîner une planification, une étatisation d'une grande partie de l'économie. Et cette étatisation de l'économie américaine, elle ne va pas s'arrêter en 1946, 1947. En 1947, c'est le moment où on dissout, le 29 mai 1947, on va dissoudre le bureau de l'administration des prix. Alors, en anglais, c'est Office for Price Administration. Et donc, en fait, on va continuer de contrôler un certain nombre de prix pendant toute la période des années 50 et 60 aux États-Unis. Pas tous les prix de l'énergie, les prix de l'acier, les salaires, tout ça va se décider en fait à la Maison Ovale, enfin dans le bureau ovale, pardon, la Maison Blanche. Ouais, c'est parce que on m'a donné à manger tout à l'heure, du coup maintenant je suis un peu fatigué, je confonds les mots. Alors, donc on a en fait une économie américaine dans les années 50 et 60 qui n'est pas du tout celle qu'on nous raconte. C'est pas le capitalisme libéral. Alors il y a des marchés bien sûr, mais il y a ce qu'on appelle le système industriel, ce que John Kenneth Galbraith, un économiste américain, appelle le système industriel, c'est-à-dire un système d'économie planifiée, à la fois par les acteurs privés, les chefs d'entreprise, mais aussi sous la supervision du président des États-Unis et de toute son administration. Et à tel point que la thèse de John Kenneth Galbraith, qu'il publie dans son livre « Le nouvel État industriel » en 1969, c'est de dire que les systèmes soviétiques et les systèmes américains sont en train de converger. C'est cette thèse. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, en Union soviétique, on a un système d'économie planifiée qui a été conçu de manière très rigide, dans lequel les chefs d'entreprise n'avaient aucune autonomie, mais on voit bien, on est sous Khrouchtchev, on voit bien que
le système soviétique est en train de se libéraliser un peu et d'accorder davantage d'autonomie, parce que finalement c'est ça qui fonctionne le mieux dans les entreprises. Inversement, dit-il, écrit-il dans son ouvrage, aux États-Unis, on a un système fondé a priori sur le marché, la décentralisation, etc. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entreprises. Les entreprises, elles planifient leur production, elles planifient la demande des consommateurs, elles font des gigantesques campagnes de publicité, et puis elles sont en lien avec le bureau ovale, la présidence, pour certains de ces prix. Et en 1962, par exemple, il y a l'industrie sidérurgique qui veut augmenter le prix de l'acier, et Kennedy s'oppose à cette augmentation, et du coup, ils ne peuvent pas augmenter les prix de l'acier. En fait, ils menacent les chefs d'entreprise de contrôles fiscaux, enfin d'horreur, hein, vous comprenez pour ces gens-là, du coup, l'entreprise renonce à augmenter ses prix. Et parce qu'il y avait des accords, on disait les prix doivent augmenter à tel niveau, mais il faut que les salaires aussi augmentent dans le même niveau. On avait des accords tacites qui sont d'ailleurs devenus explicites, que Galbraith raconte dans son ouvrage, entre donc, les grands industriels et le gouvernement américain, pour que les salaires augmentent au même niveau que la productivité du travail. Et d'ailleurs, on a une courbe très claire dans ces années 50-60 de hausse des salaires réels et de hausse de la productivité du travail qui sont complètement confondus, parce que en fait, tout ça était la conséquence d'une administration au plus haut niveau de l'économie américaine. Pareil chez les pétroliers. Alors à l'époque, dans les années 50 et 60, les grands pétroliers, ce sont tous des pétroliers anglo-saxons. On les appelle les 7 sœurs. Hein, donc c'est les 7 grandes entreprises de pétrole, alors, dont aux États-Unis, c'est issu d'ailleurs du monopole de Rockefeller qui a été démantelé. Et toutes ces entreprises, pour opérer, soit sur le territoire américain, soit dans les pays producteurs de pétrole, eh bien, il faut qu'elles aient l'accord du gouvernement. Et le gouvernement dit « Ok, pas de souci, vous pouvez, on vous donne une concession à cet endroit-là pour extraire le pétrole, ou on négocie pour vous une concession en Arabie Saoudite, mais en échange, le prix du pétrole, il faut qu'il soit pas plus haut que cela. Parce que l'industrie américaine a besoin d'un pétrole pas cher. » Et en fait, les pétroliers n'avaient pas le choix que de suivre les recommandations de l'administration américaine. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette histoire d'économie planifiée, elle est vraiment au cœur de ce qui se passe dans tout le monde capitaliste occidental entre les années 30 et les années 60. Pendant, on va dire, ces 40 années de capitalisme occidental. Et elle répond en quelque sorte au laisser-faire du XIXe siècle, avec entre les deux une période où on ne sait pas trop quoi faire, hein, c'est-à-dire entre la Première mondiale et la crise des années 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le néolibéralisme, eh bien, c'est une réponse à ce choix qu'il refuse. Le choix entre l'économie planifiée d'un côté ou l'économie du laisser-faire. En fait, le néolibéralisme s'oppose à la fois au laisser-faire du XIXe siècle et au planisme. Alors, quelle est la thèse des néolibéraux? Alors d'abord, il faut comprendre que ces penseurs néolibéraux, ils commencent à écrire dès les années 1920, en réaction avec l'expérience soviétique. Leur calcul, c'est de dire, bon, les bolcheviks ont pris le pouvoir, eh bien, regardons, vous allez voir, ça va pas tarder à se planter complètement. Alors ça a fini par se planter, mais pas au moment où ils le pensaient, parce qu'eux, ils pensaient que l'expérience bolchevique allait durer 4-5 ans, et puis qu'ensuite, voilà, tout allait s'effondrer. Bon, finalement, ça a duré 70 ans, mais dès 1920, en fait, donc on est au tout début du système soviétique, un économiste qui s'appelle Ludwig von Mises écrit un article, puis en 1922 un livre qui s'intitule « Le socialisme », c'est le livre qui l'a fait connaître, dans lequel il va démontrer que le système d'économie planifiée que proposent les soviétiques ne peut pas fonctionner. Alors, quel est l'argument? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argumentation, mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour les néolibéraux, les prix de marché sont de l'information. Ça veut dire que les prix de marché, ils se construisent un peu spontanément par la combinaison des comportements de marché de tous les agents économiques qui achètent ou vendent sur le marché. Et il faut comprendre que chaque agent individuel, quand il veut acheter une marchandise ou vendre une marchandise, il a des bonnes raisons de le faire. Alors nous, on ne connaît pas ces raisons,
Mais s'il a une idée intéressante pour un usage spécifique d'une ressource, et si cet usage est pertinent, eh bien, il va vouloir acheter davantage cette ressource. Et donc, il va faire augmenter les prix. Et donc, l'idée de cette personne, l'idée d'un usage nouveau pour une ressource, elle va avoir un effet concret, c'est l'augmentation de ses achats de cette ressource, et s'il y a plus d'achats, les lois de l'offre et la demande font que le prix va augmenter. Et donc, quelque part, on peut dire que le prix, eh bien, il est la conséquence de l'idée qu'a eue cette personne. Et donc, en quelque sorte, ces nouvelles idées, eh bien, elles sont transmises dans les prix. Ça, c'est la grande théorie de Hayek. Le marché est un système qui agrège l'information qui existe de manière dispersée dans la société, et chaque personne va utiliser son information pour avoir des comportements d'achat ou de vente, et ces comportements d'achat ou de vente, eh bien, ils vont finalement s'incarner dans les prix, ils vont faire varier les prix. Donc, ce que nous disent les néolibéraux, c'est que le marché, c'est un système qui permet, par l'intermédiaire du prix, d'agréger les connaissances et les informations de l'ensemble de la société. Et donc, ils en déduisent que le marché, et notamment le prix de marché, est un élément fondamental dans la coordination sociale et économique. C'est-à-dire que sans marché, eh bien, on doit créer des prix, mais c'est pas, alors dans une économie planifiée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un régulateur, un planificateur centralisé, qui va décider les prix des marchandises. Mais lui, il va les décider de manière bureaucratique. Alors, bien sûr, il va s'appuyer sur des statistiques pour décider des prix. Il va chercher à regarder le comportement des gens. Mais le comportement des gens, et ce que les gens vont lui dire, ne sera jamais aussi naturel, entre guillemets, qu'un comportement de marché. Et donc, il va se tromper. Il va décider des prix qui ne reflètent pas l'ensemble de la connaissance de la société, parce qu'il n'aura pas accès à toute une partie de la connaissance que les gens vont garder pour eux. Parce qu'en fait, la propriété du marché, c'est que même si vous ne dévoilez pas les connaissances que vous avez, le fait même que vous achetez, votre comportement va avoir un impact sur les prix. Parce que les prix se construisent par la combinaison des comportements de tout le monde. Mais dans une économie planifiée, vous décidez d'en haut le prix, et vous n'avez pas forcément la connaissance de tous les usages possibles de la ressource pour laquelle vous avez déterminé un prix. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais ce que je veux dire simplement, c'est que pour les néolibéraux, le marché est un mécanisme social qui produit un prix, et ce prix, c'est le résultat de l'ensemble de l'information qui sont disponibles dans la société. Même si cette information n'est pas publique, même si cette information est privée. Et donc, ils disent que le marché est indispensable, parce que sans cela, eh bien, on est aveugle quand on veut décider d'un système d'économie planifiée. Donc, ils disent, eh bien, le planificateur soviétique, il va faire des bêtises. Il va créer des prix qui sont des faux prix. Donc, dans certains endroits, il y aura des pénuries, parce qu'on n'aura pas la quantité de ressources dont on a besoin. Puis, dans d'autres secteurs, eh bien, au contraire, il y aura trop d'un produit dont on n'a pas besoin non plus. Donc, on va avoir des gaspillages. Il va y avoir des gaspillages d'un côté, des pénuries de l'autre. Alors, ce n'est pas totalement faux, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique, quand même, pendant des décennies, a plus ou moins fonctionné. La deuxième chose qui font que les néolibéraux veulent rompre avec les idées de l'époque, c'est qu'ils vont aussi rompre avec le laisser-faire. Alors le laisser-faire, c'est dire l'État n'a pas à s'occuper d'économie. L'économie fonctionne toute seule, l'État il doit s'occuper de ses propres affaires. Et ça, pour les néolibéraux, ça ne peut pas fonctionner non plus. Alors pourquoi ça ne peut pas fonctionner? D'une part, parce qu'on ne peut pas garantir, si on laisse le marché fonctionner tout seul, que les résultats du marché seront acceptables socialement. Et oui, parce que c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur que si les injustices, les inégalités sont trop élevées, il va y avoir une révolution communiste, et puis là, adieu le marché, quoi. Donc il faut non seulement préserver le marché, mais il faut préserver les conditions du marché, et donc son acceptation sociale. Donc il faut préserver l'ordre social. Alors comment fait-on? Il faut des systèmes de redistribution minimale. L'autre chose qui va être au cœur des néolibéraux, c'est que le marché est fragile. Alors il est fragile pourquoi? Parce que quand on parle de marché ici, on parle de marché en concurrence bien sûr. C'est-à-dire que personne ne peut décider du prix. Un prix de marché, c'est un prix qui est le produit des comportements de tout le monde. Mais bien sûr, il faut dans ce cas-là qu'il n'y ait pas une personne qui soit en situation de monopole.
ou de monopsome du point de vue des consommateurs, mais peu importe. Si vous avez une seule entreprise, par exemple Rockefeller, qui distribue le pétrole partout aux États-Unis, en fait, il n'y a plus de prix de marché. Il y a le prix que Rockefeller a décidé. Et ça, ça dénature la capacité du marché à produire un système d'incitation efficace, c'est-à-dire des prix qui vont ensuite coordonner les comportements. Oui, parce que je n'ai pas dit, l'intérêt des prix aussi, c'est qu'ils coordonnent les comportements. Et les marchés peuvent disparaître. Je veux dire, les marchés concurrentiels peuvent disparaître. C'est d'ailleurs ce qu'on constate, je vous ai parlé de Rockefeller, dès les années 1890, c'est le cas en fait. Et puis il y a des monopoles dans le sucre, aux États-Unis, il y a plein de monopoles. En Allemagne, la concurrence aussi s'est beaucoup affaiblie avec la constitution de cartels. En France, on a aussi des syndicats de patrons en fait, qui se réunissent et qui s'entendent sur les prix. Et si ces producteurs s'entendent sur les prix, de fait, la capacité du marché à véhiculer de l'information par les prix, elle disparaît, puisque les prix sont décidés par des monopoleurs. Donc il faut faire quoi? Donc il faut que l'État intervienne. L'État ne peut pas laisser le marché et la concurrence dégénérer. Et donc la pensée néolibérale va initier une nouvelle conception de l'État. Une conception où l'État intervient, mais il intervient pour faire en sorte que le marché fonctionne et que le marché fasse ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire déterminer des prix, un système de prix, avec, grâce au mécanisme de la concurrence et en agrégeant l'ensemble de l'information disponible. Et donc, du coup, ça veut dire que l'État doit intervenir, mais sans intervenir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il doit intervenir pour organiser, mettre en place les institutions qui vont permettre au marché de fonctionner, mais une fois qu'il a mis en place les institutions, eh bien, il faut qu'il laisse le marché, évidemment, déterminer les prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'État doit, par exemple, gérer la monnaie, oui, parce qu'on ne peut plus revenir à l'état d'or. Donc il faut que la monnaie soit gérée par l'État, mais de manière neutre, sans interférer trop dans la monnaie, et en évitant évidemment de créer trop de monnaie pour arriver à des systèmes d'inflation. L'État doit mettre en place des autorités de régulation de la concurrence. L'État doit préserver l'ordre social, il doit organiser le libre-échange. Donc il y a des actions que doit faire l'État pour faire fonctionner le marché. En quelque sorte, il va proposer des règles, il va imposer des règles, mais sans intervenir dans le résultat du marché. Et notamment, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas qu'il fasse, c'est la régulation des prix. Il y a une autre chose qu'il ne faut absolument pas qu'il fasse, c'est organiser des monopoles publics de production. Et puis, il faut qu'il fasse qu'il crée des marchés partout où c'est possible de créer des marchés, parce que les marchés, c'est le mécanisme efficace, nous disent les néolibéraux, pour coordonner les comportements des uns et des autres. Alors cette théorie néolibérale, elle est conçue, je vous dis, dès les années 20, dans les années 30 aussi. On a un colloque très fameux qui s'appelle le colloque Lippmann, qui se tient à Paris en 1938. Et donc ces intellectuels vont concevoir un peu une forme de représentation et une forme de normativité de l'action de l'État. Mais ils ne vont pas pouvoir le mettre en œuvre puisque, je l'ai dit, dans les années 30-40, on n'est plus du tout dans l'idée que l'État doit, doit se mettre au service du marché. On est plutôt dans l'idée qu'il faut contrôler les prix, puisqu'on va avoir une économie de guerre qui va se mettre en place. Ce n'est que dans les années 70, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, que vraiment on va passer au néolibéralisme. Alors pourquoi les années 70? Pourquoi tout d'un coup il y a une occasion? Eh bien parce qu'à cette époque, eh bien, on a une crise du système de Bretton Woods, donc qui commence en 71. On a aussi la crise pétrolière en 73. La crise pétrolière, il faut comprendre que ce n'est pas lié à la guerre du Kippour, contrairement à ce que parfois on dit un peu rapidement. Parce que la hausse du prix du pétrole avait commencé avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les pays pétroliers, membres de l'OPEP, ont nationalisé leur pétrole. Et donc, la capacité du gouvernement d'utiliser les firmes transnationales du pétrole pour contrôler les prix du pétrole, ça ne fonctionne plus. Donc en fait, ce qui se passe dans les années 70, c'est qu'on perd le système de Bretton Woods. Alors, donc, c'est la parité fixe des monnaies. Donc, ça veut dire que c'est le taux de change des monnaies qui était fixé politiquement. Donc ça veut dire que maintenant, chaque État doit défendre sa propre monnaie. Donc en fait, avant on coopérait, maintenant on est en concurrence. En concurrence pour attirer l'épargne.
Donc on va libéraliser les marchés financiers. Et pour la question des matières premières et du pétrole, eh bien là, on va perdre la main en quelque sorte. En fait, le néocolonialisme un peu, comment dire, des années 60 ne peut plus être mené. Donc on va maintenant chercher à contourner les monopoles, le cartel du pétrole de l'OPEP, en utilisant le marché, en trouvant d'autres producteurs hors OPEP, et en créant des marchés du pétrole pour atténuer le pouvoir des pays pétroliers. Et donc, les années 70, c'est l'effondrement, on va dire, des systèmes de régulation dans la finance et dans l'énergie, et plus globalement dans les matières premières. Et donc c'est là que les néolibéraux arrivent. Ils disent, vous voyez, ça ne marche pas le contrôle des prix, donc du coup, maintenant, il faut permettre à avoir un État qui crée des marchés. Alors, eh bien, c'est là qu'on va mettre en place ces institutions. À partir de là, les institutions néolibérales qui visent, je l'ai dit, à mettre l'État au service du bon fonctionnement de la concurrence et du marché. Et donc l'un des exemples, c'est ça, j'étais en train de chercher dans la page, mais en fait je l'ai sous les yeux, l'un des exemples que je veux montrer d'un marché néolibéral, eh bien, c'est le marché de l'électricité. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle pas dans le bouquin, mais j'en parle parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Comment était produite et distribuée l'électricité en France avant la libéralisation? C'était un monopole public, EDF, donc c'est une entreprise publique, donc il n'y avait pas de marché. On produisait, on distribuait. Et on savait qui était responsable des prix, c'était le gouvernement français. C'est lui qui décidait des prix. D'ailleurs, il pouvait parfois mettre des prix plus élevés pour avoir des sous, et puis parfois il pouvait compenser un coût de production plus élevé, puis mettre un prix plus faible pour éviter par exemple l'inflation. Le premier marché d'électricité qui a été libéralisé, ça ne va pas vous surprendre, c'est le marché du Chili. C'est sous Pinochet qu'on a cherché à mettre en place une libéralisation du marché d'électricité qui va ensuite servir de modèle en Royaume-Uni et en Europe. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à lire le dernier bouquin d'Aurélien Bernier qui vient de paraître, qui s'appelle L'énergie hors de prix. Il est paru aux éditions de l'Atelier. Je viens d'en faire une recension, donc voilà, c'est tout frais, je l'ai lu. Et il raconte très bien cette histoire. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire pour organiser des prix de marché en concurrence sur l'électricité? C'est pas du tout simple, parce que eh bien, c'est une entreprise de réseau. Une entreprise de réseau, ça veut dire que la concurrence n'est pas très efficace, parce qu'il y a un réseau, le réseau de distribution qu'on ne peut pas démultiplier. Donc l'idée qu'ils vont prendre, c'est déjà de séparer les activités monopolistiques des activités non monopolistiques. Et donc l'idée qu'on va mettre en place au Chili, mais qui va être aujourd'hui mise en place, qui est aujourd'hui mise en place en Europe, c'est l'idée qu'il faut séparer 3 domaines dans la production et distribution d'électricité. D'abord le domaine production, donc c'est les centrales électriques. Ensuite le domaine transport de l'électricité, donc c'est le réseau, ça c'est une activité en monopole. Et ensuite la distribution, ça c'est en quelque sorte la facturation de l'électricité. Et on va chercher à mettre en concurrence l'amont et l'aval, c'est-à-dire la production et la distribution. Mais par contre, le réseau électrique, lui, il va être géré par une entreprise en monopole. Aujourd'hui, en France, c'est RTE pour les lignes haute tension et Enedis pour aller jusqu'à la basse tension, jusqu'à l'usager. Alors, si on fait ça, eh bien, on va aussi avoir la nécessité d'avoir un régulateur. Donc, on va mettre en place une autorité de régulation neutre, apolitique, qui va vérifier que chacun a accès au réseau, par exemple, de la même façon, et que la concurrence fonctionne bien. On va chercher, bien sûr, à soutenir la concurrence. Et oui, parce qu'en France, on a une électricité d'origine nucléaire qui, en fait, est pas très coûteuse, surtout le nucléaire amorti. Et donc, ça veut dire que quand on veut avoir de nouveaux producteurs d'électricité, ou même des distributeurs d'électricité, eh bien, il faut qu'ils bénéficient d'un tarif pas trop élevé pour pouvoir concurrencer EDF. Donc, on a mis en place un mécanisme avec la loi NOM de 2010 qui s'appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et donc, on oblige EDF à vendre un quart de sa production d'électricité d'origine nucléaire, donc c'est-à-dire 100 TWh, au tarif de 42,60 €, un truc comme 42 € je crois, le mégawattheure aux distributeurs.
Parce que si EDF ne fait pas ça, ben, il n'y a pas de distributeur indépendant en fait. C'est EDF qui garde le marché, parce qu'en fait, ils sont plus efficaces que d'autres. On va chercher à organiser une bourse d'échange parce qu'en fait, on va dire que les distributeurs d'électricité, il faut qu'ils achètent l'électricité sur un marché. Et oui, je vous l'ai dit. Le problème, c'est que auparavant, ils pouvaient, soit ils étaient eux-mêmes producteurs et distributeurs, donc il n'y avait pas de marché, soit ils nouaient des contrats à long terme. Mais ça ne marche pas, parce que si on met des contrats à long terme, du coup, il n'y a plus de variation des prix, en quelque sorte. On n'a plus de prix de marché. Donc, on met en place une bourse dans laquelle les distributeurs doivent s'approvisionner dès qu'ils ont des besoins de leurs clients. Et bien sûr, les prix de la bourse varient en fonction des centrales qu'on va mettre en production. Les centrales solaires ou éoliennes sont un peu coûteuses, hydrauliques un peu plus, le nucléaire un peu plus, mais surtout c'est le gaz qui devient très cher. Donc c'est le gaz qui va déterminer le prix des bourses d'électricité. On va demander aux distributeurs et aux producteurs d'électricité donc de limiter l'usage des contrats à long terme pour avoir des prix de marché. On va imposer de mettre l'énergie hydraulique en concession. C'est-à-dire que les barrages qui sont à EDF, là, ça fausse la concurrence. Parce que du coup, les barrages sont amortis. C'est de l'électricité pas chère, l'hydraulique. Donc ça ne va pas. On ne peut plus avoir de concurrence. Donc il faut que la France autorise des appels d'offres, des concessions sur les barrages. Et c'est le mieux offrant qui gagnera évidemment le droit d'exploiter le barrage. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quand on est passé du monopole public à la libéralisation et la concurrence sur le marché de l'électricité, il a fallu qu'on mette en place tout un ensemble de règles extrêmement compliquées. Donc il a fallu que l'État intervienne directement pour faire exister les marchés. Alors je n'ai pas dit aussi, mais on a aussi un marché des droits à polluer. Parce que quand on utilise une centrale à charbon qui émet des gaz à effet de serre, ou même à gaz naturel, ça émet des gaz à effet de serre, du CO2, il faut qu'on compense le coût du climat. Donc on a des marchés des droits à polluer, c'est-à-dire que si vous voulez émettre du CO2, il va falloir que vous achetiez des quotas carbone. Et donc ça va rajouter au coût de production du mégawattheure d'électricité. Et puis on a même des marchés de certification vert. Oui, certificat. Parce que quand vous achetez de l'électricité, elle vient toujours de la centrale à côté de chez vous. Elle ne vient pas d'une éolienne qui est très très loin. Donc en fait, quand vous produisez de l'électricité verte, vous avez un certificat. Et donc quand vous voulez dire que votre électricité est verte, il faut racheter des certificats pour dire qu'elle est verte. Mais bien sûr, l'électricité, elle vient du réseau. Votre voisin, il a beau avoir un distributeur, un fournisseur différent, il a la même électricité que vous, puisque c'est le même réseau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais on pourra en discuter dans les discussions. Si vous pensez avoir une électricité verte, parce que vous avez un contrat avec un fournisseur d'électricité verte, non, vous avez l'électricité nucléaire de tout le monde. Mais votre fournisseur, il a payé un certificat vert pour dire que qu'il y a quelque part, les mégawattheures que vous consommez, ils ont été produits quelque part de manière écologique. Bon, le bilan de... Alors c'est intéressant de voir le néolibéralisme en pratique, voilà ce que c'est. Néolibéralisme, c'est organiser la concurrence sur un marché qui n'est pas fait pour ça. Et pour ça, on va mettre des carrés dans les ronds. On va chercher à soutenir la concurrence avec des tarifs régulés. Donc on va faire ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas faire. On ne va pas réguler les tarifs. Oui, mais là, on a besoin de manière provisoire, sinon il n'y a pas de concurrence. On va créer des bourses, on va créer des systèmes où on va mettre en place la production de centrales la plus coûteuse à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en bilan ? D'abord, les bilans de cette libéralisation du marché de l'électricité, qui a été la même en Europe, en Europe entière, déjà, c'est qu'on n'a pas assez investi dans la production. Voilà. Donc, du coup, quand nos centrales ont eu des problèmes de corrosion, elles étaient toutes arrêtées et on a dû importer beaucoup d'électricité parce qu'on n'avait pas prévu ce qui pourrait passer dans ce cas-là. Ensuite, on a accru la dépendance au gaz russe. Oui, parce que finalement, c'était... Quand on voulait être efficace et performant, on faisait une centrale à gaz, le gaz n'était pas cher, il venait des gazoducs. Donc, évidemment, alors le problème, c'est que quand il a fallu qu'on se passe du gaz russe alors qu'on était dépendant, ça a posé des problèmes. Et puis, il y a eu la volatilité très forte des prix, avec des prix, pendant la crise énergétique, qui sont passés à plus de 1 000 € le mégawattheure, alors qu'ils étaient en général entre 30 et 50. Vous voyez la volatilité extrême. Bon, alors ça n'a pas marché, le néolibéralisme pour le marché de l'électricité. Donc, on peut se dire, si nos gouvernements ont essayé pendant 30 ans, 40 ans, le monopole public, ça a plutôt bien marché, et qu'ils ont passé sur un marché conçu par des néolibéraux que ça ne marche pas, on peut se dire, ok, on a essayé, ça n'a pas marché,
Donc on revient au monopole public. Ben non, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. On va réformer le marché de l'électricité européen, mais évidemment, sans revenir sur le principe de libéralisation, sans revenir sur l'AREN, sans revenir sur, sur le mécanisme qui fait qu'on a 40 fournisseurs différents qui vendent la même électricité. Alors je termine parce que c'est l'heure, hein, mais je vais encore prendre 5 minutes, pardon. Parce que le titre du livre, c'est Déclin et chute du néolibéralisme. Et je vous ai expliqué ce que c'est que le néolibéralisme. Je vous ai donné un exemple, le marché de l'électricité, c'est un marché parfaitement néolibéral. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi le néolibéralisme touche à sa fin. Parce qu'on voit bien dans ce que je vous ai décrit, c'est que ça ne marche pas bien. On pourrait se penser que quelque chose qui ne marche pas bien, on va y mettre fin. Mais je vous ai aussi dit que, en fait, non. On n'y met pas toujours fin. Parfois, on pense qu'il faut accélérer, hein, qu'en allant plus loin, ça marchera mieux. Mais il y a un domaine dans lequel le néolibéralisme n'a pas fonctionné et s'est arrêté. C'est le premier marché qui a véritablement été libéralisé. Et je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va libéraliser en premier? Alors le marché du pétrole, bien sûr, mais aussi la finance. Parce que la chute de Bretton Woods, enfin du système Bretton Woods, du système de parité fixe des monnaies, de système dans lesquels on avait un contrôle d'échange, et bien tout ça a très vite volé en éclats et on a libéralisé de plus en plus la finance. Alors l'idée d'ailleurs de libéraliser la finance était exactement la même idée que les néolibéraux. Un économiste très célèbre, prix Nobel d'économie, Eugène Fama, je crois parce que c'est un anglais, il a publié en 1970 un article dans lequel il va définir les marchés financiers efficients. Il va dire un marché financier est efficient, donc efficient, ça veut dire efficace, hein, en fait, c'est le vocabulaire des économistes. Un marché est efficient lorsque les prix reflètent toute l'information disponible. Alors c'est génial parce que c'est exactement ce que disait Hayek. Il dit voilà, un marché financier qui fonctionne bien, qui est efficient, c'est un marché financier où les prix des actifs reflètent l'ensemble de l'information sur cet actif-là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si on veut que les marchés financiers soient efficients, et si on veut que l'information se transmise dans le prix, alors il faut libéraliser. Et ça va être, à partir de ce moment-là, dans les années 70, donc on a libéralisé la finance au nom de l'efficacité, au nom du fait que les prix allaient ainsi s'ajuster plus efficacement que s'ils sont contrôlés par l'État. Alors, cette libéralisation de la finance, elle s'est faite en deux temps. D'abord, les pays individuellement se sont libéralisés. Alors, ils sont libéralisés dans une logique de concurrence pour attirer l'épargne à eux, pour soutenir leur monnaie, pour lutter contre l'inflation, puisque dans les années 70, la lutte contre l'inflation était vraiment l'un des éléments les plus importants. On avait une inflation à 2 chiffres dans beaucoup de pays. Ça, c'est les années 70. Et puis, dans les années 80, des pays dont la France se sont dit, mais en fait, cette libéralisation sauvage des pays, les uns avec les uns par rapport aux autres, pour essayer d'attirer l'épargne du voisin, cette libéralisation, eh bien, elle n'est pas très correcte. Il faudrait qu'on mette des règles dans tout ça. Et ceux qui ont milité pour avoir des règles, eh bien, c'est très souvent des Français. On a à tel point qu'on a parlé parfois de consensus de Paris. Alors, ce terme consensus de Paris, il vient d'un historien contemporain, Raoui Abdelal, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur la globalisation financière. Alors, il me semble que, je ne sais pas si cet ouvrage a été traduit en français, peut-être récemment. Mais alors, son article sur le consensus de Paris, il est disponible sur Internet, il est en français. Et donc, il dit, en fait, il y a 3 Français qui, dans les années 80, ont construit la globalisation financière. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la globalisation financière? Eh bien, c'est un mécanisme dans lequel on va s'entendre pour que tous les pays suivent les mêmes règles en finance. Et ces mêmes règles sont des règles néolibérales, c'est-à-dire on va chercher à créer des grands marchés mondiaux, à interdire le contrôle des mouvements de capitaux, à harmoniser toutes nos règles pour faciliter les échanges de capitaux entre pays, et donc créer un grand marché financier international. Alors ces 3 Français, c'est Henri Chavransky, qui travaillait à l'OCDE, c'est Jacques Delors, qui était dans l'Union européenne, qui était président de la Commission de l'Union européenne, avec, je le mets avec, parce qu'il y avait Pascal Lamy, qui était son chef de cabinet, et puis au FMI, on avait Michel Candesus. Donc tous ces Français, souvent d'ailleurs des socialistes,
eh bien, ils avaient pour objectif d'organiser autour de règles communes la globalisation financière. Et on peut dire qu'elle est mise en place donc dès ces années-là, mais elle va se propager ensuite, alors notamment en Europe, avec le marché unique qui est conçu par Delors, avec l'acte unique de 86. C'est au moment de l'acte unique de 86 qu'on interdit aux États de contrôler les mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'on considère que la libre circulation de capital, vis-à-vis des pays, entre les pays européens, mais aussi vis-à-vis de pays tiers, était au cœur du dispositif. Alors, cette libéralisation financière, eh bien, on peut dire qu'elle s'est construite dans les années 80, qu'elle a été pensée dans les années 80, qu'elle s'est construite après dans les années 90, et on peut considérer qu'elle a à peu près achevé dans les années 2000. Pourquoi 2000 ? Parce qu'en 99, on a à la fois l'euro, qui parachève la construction du marché financier européen, et puis aux États-Unis, on a l'abrogation du Glass-Steagall Act en 99. Et cette libéralisation financière, eh bien, elle va produire un effet délétère, parce que ça aussi, ça n'a pas marché, puisqu'on va avoir la crise de 2008. Et cette crise de 2008, eh bien, elle est au cœur de nouvelles pratiques en finance. C'est-à-dire que pendant cette période-là, cette crise des subprimes, les marchés deviennent incapables d'évaluer la valeur des actifs financiers. Il y a trop de suspicions. On ne sait pas d'où viennent ces actifs fondés sur le marché immobilier américain. On n'en veut pas. Du coup, on arrête d'en acheter. Du coup, il n'y a plus de prix, puisqu'il n'y a plus de transactions, donc il n'y a plus de prix. Donc les banques se retrouvent avec des actifs qu'elles possèdent, mais dont on ne connaît pas le prix, puisque le marché refuse de faire ce qu'il est censé faire, c'est déterminer les prix. Et là, c'est la panique totale. C'était un moment de crise systémique, c'est-à-dire tout le système bancaire américain était sur le point de s'effondrer. C'est ce que je raconte un peu dans ce bouquin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? D'un miracle, l'État est intervenu. Et il a sauvé le système. Et comment il a sauvé le système ? Il a racheté ses actifs en leur donnant du prix. Et dès qu'on a donné du prix à ces actifs, alors le système a pu se rétablir. Et puis on a eu aussi l'intervention des banques centrales. Les banques centrales, elles sont mises à racheter des obligations publiques dans le but de faire baisser les taux d'intérêt. Et là aussi, c'est une action pour contrôler les prix. Et en fait, on est resté dans ce système-là. Après, il y a eu le Covid, et les banques centrales sont massivement intervenues sur les marchés, là aussi pour faire augmenter le cours des obligations publiques, pour faire baisser les taux d'intérêt et pour permettre aux États de se financer à un meilleur taux. Et même aujourd'hui, on dit que les taux d'intérêt augmentent, mais comme les taux d'intérêt restent à un niveau supérieur à l'inflation, en fait, les taux d'intérêt réels restent faibles. Et les banques centrales veillent à réguler la finance. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est que l'idée selon laquelle les marchés devaient déterminer les prix, eh bien c'est ça l'idée qui est au cœur du néolibéralisme, que l'État doit se mettre au service des marchés dans leur rôle de déterminer des prix. Eh bien cette idée, elle est vraie aujourd'hui dans le marché de l'électricité, elle est vraie dans l'agriculture, on pourra en parler si vous voulez, mais elle n'est plus totalement vraie dans la finance. Et si on commence à dire dans la finance, eh bien, bon, les prix de marché, c'est pas toujours très bon parce que parfois il n'y a plus de marché, ça s'écroule. Voilà, on ne peut pas laisser les marchés décider, par exemple en Grèce, qu'on a des taux d'intérêt à 20% parce qu'on fait s'effondrer l'économie grecque. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Banque Centrale Européenne est intervenue en fait. Et encore récemment, la Banque Centrale surveille ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux entre l'Allemagne et les pays les plus fragiles. Si les taux d'intérêt commencent à augmenter pour l'Italie, la Banque Centrale va intervenir pour faire baisser les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on est là ? On est dans un système de régulation des prix. Parce que les taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. C'est un des prix les plus fondamentaux dans le capitalisme. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'en fait, de manière pragmatique, on a été obligé de ne plus suivre totalement la logique des néolibéraux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, les banques vivent dans un univers de prix administrés, mais pas les agriculteurs. Pas les ménages quand ils achètent leur électricité. Pour eux, non, ça reste les prix de marché. Et les prix de marché complètement délirants, c'est-à-dire les prix de spéculation à tous les étages, des prix où les distributeurs, les fournisseurs peuvent acheter l'électricité à 42 € la reine, mais vous, non. Vous, si vous êtes boulanger, on va plafonner les prix à 250 € le mégawattheure. C'était ça la promesse de Bruno Le Maire. Donc, en fait, le néolibéralisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les banquiers, on s'en est aperçu, ça ne marche pas pour la finance, on s'en est aperçu, ça ne marche pas vraiment pour les boulangers non plus, mais par contre, on continue de dire qu'il faut faire ça. Et en fait, je pense que cette dissonance cognitive, elle va finir par être visible, quoi. C'est-à-dire que les gens vont s'apercevoir que
Les agriculteurs, pendant des années, des décennies, ils ont eu des prix garantis pour leur production, ce qui leur permettait d'investir. Les industriels, ils avaient des prix garantis aussi pour leur électricité, ce qui leur permettait de prévoir leurs coûts. Et aujourd'hui, c'est les premiers à dire, mais sortons du marché européen de l'électricité, revenons à un monopole public, parce qu'on va mourir de cette régulation des prix avec des bourses qui font des prix qui font du yo. Parce qu'on ne peut plus, nous, en tant qu'industriels, investir dans un outil productif si on ne sait pas quels seront les prix de l'électricité dans les 5 à 10 ans. Ça va devenir d'autant plus important, je vais m'arrêter là, mais c'est une ouverture pour les questions, que dans le cadre de la transition écologique, il va falloir qu'on électrifie nos usages. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on transforme nos moteurs thermiques en moteurs électriques. Il va falloir qu'on puisse faire de l'acier avec de l'électricité plutôt qu'avec du charbon. Mais si on veut faire ça, encore faudrait-il qu'on ait des prix de l'électricité qui soient plus ou moins garantis par l'État. Pas des prix d'électricité qui peuvent varier, qui peuvent être multipliés par 20 en quelques mois parce que tout d'un coup, Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine ou parce qu'on a mal anticipé la reprise post-Covid. Donc, le contrôle des prix, ça a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale pour transformer le système productif américain d'un système productif qui visait à répondre aux besoins de la société civile à un système productif qui visait à répondre aux besoins des militaires. Aujourd'hui, on est dans une transition productive de même ampleur. Il va falloir qu'on arrive à produire des richesses sans émettre trop de CO2. Ça serait pas mal si on veut sauver le climat. Et bien ça ne peut pas se faire par des mécanismes du marché et par le marché carbone. Et il va falloir qu'on reprenne en main une forme de planification, d'ailleurs c'est dit y compris par Macron, la planification écologique, mais la planification ce n'est pas juste un vain mot, ça veut dire concrètement des choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une économie fondée sur le prix de marché. C'est la raison pour laquelle je pense que nous vivons aujourd'hui le déclin et la chute du néolibéralisme, même si malheureusement il a de beaux restes. Voilà.